y a un ver de terre là, un ver de terre là, là ça grouille, un ver de terre là, là il y a un autre truc qui rampe, un ver de terre là, un petit ver de terre là, un ver de terre là, et là partout. Tu vois, mais là on voit bien, regarde, tu vois comme les champignons se développent là, le mycélium, ça c'est parfait. Bon alors c'est parti. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de maraîchage sol vivant. L'acronyme c'est MSV. Et pour vous parler du maraîchage sol vivant, je vais vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'agriculture conventionnelle, dans ce qu'on fait dans les champs que vous voyez autour de vous. C'est le modèle qu'on a reçu, enfin que moi j'ai eu depuis toujours quand je vois les gens qui font du potager, quand je vois l'agriculture. C'est qu'on se focalise sur la plante. On voit la plante, on se dit ok, la plante qu'est-ce qu'elle a besoin pour pousser? Elle a besoin d'azote. Donc dans le petit schéma que je vous donne, tu vois, c'est le N là sur la main. Donc je vais lui donner de l'azote. C'est le N, c'est le signe azote dans le tableau de Mendeleïev. Donc on se dit ok, la plante elle a besoin d'azote, donc je vais lui mettre de l'azote. Qu'est-ce qu'on fait? On met du lisier de porc, tu vois, on met du fumier, on met de la poudre de crevettes aussi. Alors tout ce qu'on va mettre finalement sur la terre, on la met là pour nourrir la plante elle va pousser, elle va prendre les nutriments du sol, et puis à la fin, qu'est-ce qu'il va se passer? On va prendre la plante, on va l'arracher, on va la mettre au compost, ou bien on va la mettre dans le caniveau. On ne va pas la mettre sur le sol, et du coup ce qui se passe c'est qu'on va appauvrir le sol. Donc le premier point que j'ai mis c'est l'appauvrissement du sol. Ça veut dire que la plante elle pousse, elle prend les nutriments, et hop, elle n'est plus dans le sol. Donc le sol il est plus pauvre qu'avant que la plante ne pousse. J'ai mis chien-dent entre parenthèses parce que nous on a un gros problème de chien-dent. Le chien-dent ça pousse dans les sols pauvres. Si on regarde la nature tout ce qu'elle veut c'est toujours retrouver son équilibre. Son équilibre c'est d'avoir de la matière organique dans le sol. Elle veut de la matière organique dans le sol parce que ça va nourrir toute la vie du sol. Elle veut toujours chercher cet équilibre là. Donc quand on enlève de la matière organique du sol, la nature finalement elle dit ah, les humains ils m'enlèvent la matière organique de mon sol, qu'est-ce que je peux faire? Le chien-dent est là, il vient me sauver le chien-dent. Le chien-dent il vient parce que le chien-dent en fait c'est énormément de matière organique dans le sol, c'est 90% dans le sol et seulement 10% qui va sortir. Du coup si on veut se débarrasser du chien-dent, ce qu'on peut commencer par faire c'est mettre de la matière organique dans le sol. Si on regarde les forêts, il n'y a pas de chien-dent en forêt. Un autre problème qu'on retrouve dans l'agriculture conventionnelle, c'est un sol compact. C'est-à-dire s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de matière organique, il n'y a rien qui va venir aérer ton sol. Et du coup, avec la sécheresse, avec la chaleur, ton sol il va se compacter, il va devenir de plus en plus dur. Le problème quand on a un sol dur, c'est qu'il n'y a rien qui pousse dedans, du coup on vient, on laboure. Soit on va avec le tracteur, soit on va avec le cheval et ta grue. L'image qu'on voit beaucoup, des gens dans les livres, dans les films, ils sont avec leur charrue, ils retournent la terre. Grelinette, c'est pareil. La grelinette c'est pareil. Enfin, ça dépend comment tu le fais, mais moi je ferais pas du tout la grelinette, zéro. Donc tu as tout intérêt à laisser les vers de terre, faire les trous, qui eux vont ramener la matière organique dans le sol. Mais j'y viens. Oui, un truc aussi, c'est quand on laboure le sol, on perd 95% de la vie du sol. Ça veut dire que tu as plein de petites affaires, tu as des champignons, tu as de la microfaune, tu as des champignons, des bactéries. Et quand tu laboures, tu retournes, presque tout meurt, il reste 5%. À chaque fois. Donc tu es en début de saison, tu laboures, il ne te reste plus que 5% de vie. Elle va remonter petit à petit, et puis vient un moment donné où tu as envie de ressemer, tu dis ah c'est trop dur, tu laboures encore, hop, tu perds, il te reste de nouveau plus que 5%. Et ce qu'il y a c'est que tu as de moins en moins, à chaque fois que tu laboures, tu as un petit peu moins, et en fait tu tues complètement le sol quand tu retournes ton sol. Le lessivage aussi. Quand tu as un sol qui n'est pas structuré, par exemple là on est en train de mettre... imagine on met du fertilisant, tu mets du lisier, tu mets du compost, il pleut, toute la matière organique, enfin c'est pas la matière organique, tous les sels minéraux vont être lessivés, ils vont partir soit dans le sol, soit dans le caniveau, ils vont partir dans les égouts, dans la rivière, et ça va faire énormément de pollution, ça va polluer ta nappe phréatique, ça va polluer tes cours d'eau. En France ils ont un gros problème avec ça, c'est qu'ils mettent beaucoup de lisier dans leurs champs. En Bretagne par exemple c'est un endroit où ils font énormément de champs. Ils mettent beaucoup de lisier parce qu'ils ont beaucoup de porcs aussi. Et tu regardes les cours d'eau, ils sont verts à cause des algues, et les algues vont capter tout l'oxygène de l'eau et tuer tous les poissons. Ils ont un gros problème avec ça. Donc quand tu fertilises ton sol, ce que tu fais c'est que tu pollues tes nappes phréatiques et tes rivières. Donc on veut pas en fait, on veut pas mettre du fertilisant. Il y a une grosse différence entre un fertilisant et de la fertilité. Et je vais l'érosion. Ouais.
quand tu regardes les champs aujourd'hui, ça t'arrive parfois de voir des espèces de grosses traînées, parce que quand il pleut, l'eau reste en surface, coule et entraîne ta terre. Ça arrive parfois que tu te promènes dans les champs et tu vois plein de cailloux dans les champs. C'est pas que des gens sont venus mettre des cailloux ou quoi, c'est que la terre est partie et du coup les cailloux qui ont toujours été là sont ramenés à la surface, quoi. Et le problème, c'est que ça prend énormément de temps de recréer de la terre. Ça prend des centaines d'années pour recréer de la terre. Donc si à chaque saison tu perds quelques centimètres de terre, à un moment donné tu n'auras plus de terre, tu vas te retrouver sur de la roche. Et là, bonne chance pour continuer à faire de l'agriculture. Donc on veut éviter l'érosion, on veut que l'eau, quand elle tombe, elle puisse rentrer dans la terre sans que rien ne parte. Et il y a l'enherbage aussi. Quand tu mets de l'azote, tu fertilises ton sol. Il y a quelques plantes qui vont pousser, essayer de les capter, tes plantes à toi. Mais comme tu mets énormément d'engrais, énormément de fertilisants, tu as toutes les graines dans le sol aussi qui vont se dire « Oh là là, il y a plein de fertilisants, là c'est génial, il faut qu'on pousse !» Et tu as énormément de ce qu'on appelle des mauvaises herbes, des adventices. Et du coup, on passe énormément de temps à devoir désherber. Ce qu'on ne veut pas non plus. Du coup, énormément de problèmes avec l'agriculture conventionnelle. Du coup, je vous parle du maraîchage sol vivant. Là, on ne va pas se focaliser sur la plante, on va se focaliser sur la vie du sol. Donc là, dans le petit schéma que je donne, on ne donne pas de l'azote, on donne du carbone. Du carbone, c'est quoi? C'est ça, par exemple, quoi. Ça, dans des feuilles, par exemple, il y a du carbone. Il y a du carbone dans tout, en fait. Au plus c'est solide, au plus il y a du carbone. Donc si tu prends ça, une petite branche, là, il y a plus de carbone là-dedans que dans ta feuille. Et dans la feuille, il y a plus de carbone que dans l'herbe. Et dans l'herbe, il y a plus de carbone que dans ton urine, par exemple. Il y a beaucoup d'azote dans l'urine, donc c'est pas mal. Du coup, si on donne du carbone à la terre, la vie du sol va se dire cool, génial, il y a de la bouffe pour moi. Ils vont bouffer tout ça. Ils vont transformer toute cette matière organique en sels minéraux qui vont pouvoir être captés par la plante. Mais ça va se faire au compte-gouttes, au fur et à mesure. Donc petit à petit, ils vont prendre la nourriture. Les plantes vont prendre ce qu'elles ont besoin, qui sont les déjections finalement de tes champignons, de tes microfaunes et tes bactéries. Et elle va pouvoir pousser. Alors nous, au passage, on va pouvoir se servir. On va prendre quelques tomates, on va prendre quelques haricots. Mais on va laisser la plante revenir à la terre aussi. Et là, c'est le cycle en fait qui se met en place. Le cycle, c'est vraiment ça. C'est la plante qui prend les nutriments du sol, qui pousse, qui meurt, qui retourne à la terre, qui est mangé, qui redevient des sels minéraux qui sont réutilisés par les plantes après. Et ça, c'est vraiment le cycle de la vie. Et si on permet à ce cycle de se développer, eh ben on a tout gagné en fait. Parce que là, on joue avec la nature, pas contre la nature. Parce que tant qu'on jouera contre la nature, on est perdant. Parce que la nature, elle a plus de temps que nous, elle a plus d'énergie que nous. Donc on peut essayer de désherber par exemple, mais il y a toujours des trucs qui vont pousser. Toujours. Le jour où on n'aura plus de graines dans le sol, c'est le jour où on aura un désert, quoi. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Du coup voilà, essayer de jouer avec la nature. Et jouer avec la nature, c'est de nourrir les animaux du sol. Avec du carbone. Vas-y, si tu as des questions. En ce moment, on est en train de récolter. Ouais. Est-ce que c'est correct d'arracher puis de le laisser là? De l'arracher, mais on fait des trous là dans Moi, ce que je préconise, quand tu arraches par exemple ton plant, tu arraches les racines aussi. Ouais. Et donc tu vas détruire tout le sol, alors que les racines sont en train de structurer ton sol. C'est-à-dire qu'elles tiennent le sol en place. C'est-à-dire que s'il pleut, le sol ne va pas partir. Et puis ça fait de l'aération, donc tu as tout intérêt à couper. Comme ça, tes racines, elles vont se décomposer dans le sol, ça va être de la matière organique dans le sol et pas en surface. Et ça veut dire que tu auras des sels minéraux dans le sol aussi. Et c'est exactement ça que tu veux. Tant que tu as ça, tu n'auras pas de chiendents aussi. Ok, fait que là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'était pas correct parce que je suis en train d'enlever la racine. Comprends juste que quand tu enlèves la racine, tu arraches, tu détruis le sol. C'est comme un labour en fait, un petit peu quoi. Et tu appauvris ton sol. Si la racine ne retourne pas après dessus. Quoi. Est-ce qu'on devrait remettre les feuilles de carottes sur la planche de... Si t'en fais pas un compost ou une soupe, ouais. Okay. Absolument. En fait, au plus on remet de matière organique sur tes plates-bandes, au mieux c'est. Après, tu peux mettre un BRF comme ça. Ça c'est encore le mieux parce qu'il y a beaucoup plus de carbone là-dedans que dans tes fans de carottes. Okay. Les vers se nourrissent aussi de fans de... Ouais, mais je vais y venir juste là maintenant. Je vais vous parler un peu de toute la vie du sol. Donc je vais dire un petit peu ce qu'ils mangent. Il y a 3 grandes familles, c'est les champignons, la microfaune et les bactéries. Donc dans les champignons, c'est ce qui va manger le carbone le plus dur. Donc par exemple, si tu as du bois, si tu as des bûches, enfin je sais pas, vous avez tous vu des bûches que vous laissez sécher devant chez vous, il y a plein de taches blanches qui se mettent dessus, plein de champignons. C'est toujours les champignons qui vont manger le carbone dur. Ils vont le ramollir un petit peu. Une fois que c'est un peu moins carboné, donc plus mou,
auxiliaires vont pouvoir venir, d'autres microphones. Enfin, toi, tu as des colamboles, tu as des espèces de verres, tu as plein de trucs, quoi, des trucs qui grouillent dans tous les sens. Et ça, c'est cool. Donc voilà, les champignons, c'est vraiment, dès que tu as de la matière carbonée dure, ça, les vers de terre, ils ne peuvent pas le manger, mais c'est les champignons qui vont venir l'attaquer d'abord, le ramollir, et après, d'autres insectes vont pouvoir venir le déchiqueter, en faire des petits bouts, et les bactéries aussi. Donc j'ai mis entre parenthèses C sur N de 50-60 plus. Je vais revenir plus tard sur la définition de C sur N. Donc c'est juste pour vous, pour information, pour après, je vais vous expliquer. Les champignons, c'est génial parce qu'ils vont structurer le sol. Les champignons, ça fait des racines de malade, ça fait des racines partout. C'est la mycorhize. On met beaucoup de mycorhize dans notre sol. Ce que fait la mycorhize, c'est que ça fait un système racinaire en fait, mais qui fait plusieurs mètres de long, hein, c'est vraiment énorme, qui vont aller puiser partout de l'eau, des nutriments, et aussi ils vont se connecter aux racines parce qu'ils viennent chercher des exudats. Donc les racines des plantes émettent des sucs comme ça qui intéressent très fort les champignons, et du coup le champignon se connecte à la racine et il partage en fait finalement toute la matière, tous les sels minéraux qui se trouvent dans le sel. Donc, ce qui fait que ça fait des meilleures racines pour tes plantes. Donc c'est génial d'avoir des champignons. Quand je disais ça structure le sol, donc tu auras des racines partout qui vont tenir le sol. Un exemple génial, tu prends la terre dans le champ là-bas, tu la mets dans un seau d'eau, ça devient de la boue en quelques secondes. Donc la terre se désagrège et fout le camp. Donc c'est le problème quand il pleut, tu as ça aussi, tu as de la boue et ça fout le camp. Si tu prends un sol vivant avec des champignons, tu le mets dans ton seau, ça reste, ça bouge pas. Ça ne se désagrège pas. Et c'est vraiment ça qu'on veut avoir. On veut un sol qui tient en place. C'est ce qu'on appelle structuré. Et leur déjection, ce qu'eux vont transformer, ils vont transformer le carbone et ils vont créer de l'humus en fait. Plus exactement, c'est de l'ammoniac, c'est du NH4. Dans NH4, il y a N c'est l'azote qu'on veut avoir. Et donc, tu as d'autres bactéries qui vont prendre ce humus, qui vont le transformer en nitrite, qui vont le transformer en nitrate. Et puis ça pourra être réutilisé par les plantes. Donc, les champignons, leurs excréments sont utilisés par les bactéries qui vont le transformer en sels minéraux, en gros. La microfaune dans les vers de terre, eux, ils mangent de carbone un peu plus tendre. Là, j'ai mis C sur N de 30-50. Par exemple, les feuilles. Ça, les vers de terre, ils vont kiffer, tu vois. Ça, c'est génial. Tu mets plein de feuilles, tous les vers de terre, ils vont venir, ils vont le manger, ils vont le déchiqueter. Pas besoin qu'elle soit sèche? Ça doit être humide, toujours. En fait, c'est dans un milieu humide que toute la microfaune se développe. Okay. C'est très important. Ça a besoin d'ombre, humidité, ça va ensemble. Hein. Si tu as du soleil, c'est pas humide. Donc, de l'humidité. Si tu as de l'humidité, c'est là-dedans que la vie va pouvoir se développer, les champignons, les bactéries et la microfaune. Ça a besoin d'air pour se décomposer aussi, et ça a besoin d'azote. Ça, je vais y revenir après aussi. Ce qui est génial avec les vers de terre, il y a 3 types de vers de terre. Il y a ceux qui sont en surface, c'est ceux qu'on préconise de mettre par exemple dans les lombricompost, ce sont les petits rouges qui restent en surface. Et donc tout ce que tu mets en surface va être mangé et ça va te faire de l'humus en surface. Tu as ceux qui restent dans le sol, à plusieurs mètres dans le sol. Bon, on ne les voit pas, mais qui restent là, c'est cool. Et puis tu as la troisième, ce sont les vers de terre anéciques. Ils sont très grands et eux ils montent et ils descendent. Donc ils vivent en surface, mais quand ils ont faim, ils remontent en surface et ils créent des galeries. Et ils vont manger de la matière carbonée et ils vont la redescendre en faisant des déjections. Donc ils vont faire des tunnels, plein de bactéries, et sur lesquels les champignons vont pouvoir se développer aussi. Et du coup, ils vont descendre de la matière organique, ils vont permettre aux bactéries de descendre, ils vont permettre aux champignons de descendre sous terre, parce qu'on veut que ça aille aussi sous terre, pas uniquement en surface, quoi. Et ça va aérer ton sol. Donc après, tu vas mettre une plante, elle va pouvoir mettre ses racines dedans. Et quand je dis aérer, là c'est intéressant que ce soit aéré parce qu'il y a de la matière organique en décomposition qui a besoin d'air. Et donc les vers de terre créent ces tunnels par lesquels l'air va pouvoir rentrer. Donc là ça a du sens. Et si on veut aérer notre sol, on demande aux vers de terre de le faire. Ils le font très bien, ça marche. Ces vers de terre là. Ils sont partout. Et c'est juste qu'il faut leur donner à manger. Si tu leur donnes à manger, ils viendront. Okay. Voilà. Mais quelqu'un qui a un sol qui est pauvre ne peut pas en acheter des vers de terre comme ça? Je sais pas. Après c'est compliqué parce qu'ils vivent à plusieurs mètres sous terre, quoi, tu vois. Par contre je sais que tu peux acheter les petits rouges, mais ça coûte cher. Mais après il y a des petits rouges qui viennent de Californie ou ce genre de choses, quoi. Et moi dans mon compost j'ai des petits rouges, ils sont venus tout seuls. C'est juste que j'ai plein de matière organique dedans. Des petits rouges annelés là? Ben, tout petits comme ça, pas très grands rouges là. Ouais. Ça, ils sont venus tout seuls. Après, j'en avais pas vu de toute l'année et j'ai commencé à les voir il y a un mois. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus à ce moment-là? Je sais pas. Est-ce que c'est la saison? Est-ce que j'ai changé un truc dans mon compost? Je sais pas. Voilà. Et pareil, leur déjection, c'est de l'humus qui va pouvoir être mangé après par des bactéries et des champignons.
Et les bactéries, c'est elles qui vont vraiment transformer toutes ces déjections en sels minéraux utilisables par les plantes. Donc on a vraiment besoin de ces trois familles. Donc là je vous parle des bactéries, elles décomposent la matière organique. Elles sont dans tous les stades en fait. Donc dans mon compost à moi, j'ai pas beaucoup de champignons parce que j'ai que des déchets verts. Et je vous disais que les champignons ils aiment bien un truc un peu dur comme ça. Les vers de terre ça aime bien les feuilles. Donc c'est pas de l'herbe non plus, alors que mes déchets de cuisine c'est assez vert. Donc il y a énormément de bactéries. Et c'est les bactéries qui vont faire la décomposition de A à Z. Les bactéries donc interviennent dans tous les stades de la composition. Et aussi sur la décomposition des déchets, des champignons et des vers de terre. Et elle minéralise l'humus, c'est le plus important. Donc elle libère les éléments ingérables par les plantes. C'est ce que je vous disais plusieurs fois. Maintenant je vous parle du C sur N. C sur N en fait c'est le rapport carbone sur azote. C'est nouveau le signe en chimie. C carbone, N azote. Donc en gros c'est la quantité de carbone qu'on a pour une unité d'azote. Parce qu'il y a toujours beaucoup plus de carbone que d'azote dans toute la matière organique. Exemple. Vous prenez une feuille comme ça, le C sur N il va être de 30, 40, 50 unités de carbone pour une d'azote. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de carbone par rapport à l'azote. Si vous prenez de l'herbe, c'est un C sur N de 10. Donc il y a 10 unités de carbone pour une d'azote. Si vous prenez du bois comme ça, s'il était vert, on serait aux alentours de, je sais pas, 70-80. Si vous prenez un tronc d'arbre, on peut monter à 300, 400, 500. Donc ça veut dire que ça peut se décomposer, mais il y a énormément de carbone. Donc le carbone va devoir être mangé beaucoup par les champignons, par les bactéries, avant de pouvoir à un moment donné être transformé par les vers de terre et la microfaune. Parce que eux, ce qu'ils kiffent, c'est un C sur N qui est aux alentours de 30-50. Donc si tu es à 500 C sur N, eh ben, il faut énormément de temps de décomposition pour que le carbone disparaisse, enfin soit mangé en gros quoi, et redescendre vers 30-40. Donc tu as tout intérêt quand on couvre notre sol de toujours essayer d'avoir un C sur N de 30-50. Ça c'est l'idéal. Donc en faisant des calculs, si on met des branches qui sont un petit peu sèches, ok, ben, ça veut dire qu'on est probablement vers 100, 150, peut-être plus. On a intérêt à mettre de la matière verte, des feuilles, de l'herbe, des fans de carottes dont tu parlais, c'est génial quoi. Même les tiges de tout ce qu'on a utilisé, qu'on coupe, on les remet dessus, c'est un C sur N assez bas. Si ça vous intéresse chez vous de savoir quel est le C sur N de ce que vous avez ici dans le jardin ou chez vous, allez sur Google ou sur Wikipédia, c'est vachement bien expliqué. Tu as une liste de plein de matières organiques et leur C sur N, de tout. Il y a le sang même, il y a l'urine dont je vous parlais. Je parle. Le C sur N de l'urine, c'est quoi? Ah, c'est 0,9 je crois. 0,9? Donc il y a plus d'azote que de carbone. Ouais. Parce que là où mon petit chien fait ses pipis, là, le gazon est vert. C'est vraiment la plus belle place du terrain. C'est vrai. Non, mais c'est parce qu'on a eu un problème de verre blanc. Et le voisin n'a pas pu traiter, la température ne permettait pas, tant mieux parce qu'il était chimique. Ouais. Puis nous, Yves a répandu. Yves, c'est quoi tu as répandu? De la chaux. Ouais. Il a répandu de la chaux. Puis notre chien fait toujours ses pipis au même endroit. Puis là où il a fait ses pipis, c'est tout vert, tout poussé, tout beau. Un gazon bien gras. Tandis qu'ailleurs, c'est encore jaune. Oui, il y a ses déchets aussi. Ah ouais. Après, si tu en mets en excès, ça peut brûler ton sol aussi. Tu vois, oui, mais l'hiver. Au printemps, ça fait ça, des plaques. Mais ça revient vite, là. Mais si tu en mets bien partout, que tu arroses régulièrement, c'est correct. Tu aimes toi, et puis c'est dans ton potager, quoi, c'est correct. Je le fais parfois le soir, tu vois, que les autres ne regardent pas. Dans la maison, quand on est dans le spa, on s'en va dans le jardin. Mais oui, c'est tout à fait correct. Tu dis, voilà, tu mets un petit peu d'azote, quoi, tu fertilises. On disait pas trop de fertilisant parce qu'après ça pollue, tu vois, mais bon, pipi, c'est pas. Donc ouais, voilà, je disais, l'herbe c'est 10, le compost mûr aussi c'est 10. Je parle vite fait, je sais pas si je parle de compost après, ouais je repasse, on parlera du compost après. Les feuilles c'est 30-50, le BRF frais, genre ça c'est vraiment parfait, c'est plus ou moins 50. Vous mettez ça sur votre plate-bande, il n'y a rien d'autre à faire, ça va être mangé. Et rapidement. On va chercher les feuilles du voisin puis donne-moi-les. Mais moi dans la rue, je prends les sacs de feuilles des voisins, hein. Je prends tout et je prépare mes plates-bandes avec ça. Est-ce que tu déchiquettes? Au plus tu déchiquettes, au mieux c'est. Après des feuilles, non pas nécessairement, mais tu vois, regarde ça c'est un petit peu grand. Okay. Ça va être mangé, tu vois, mais si tu peux essayer d'arriver à un truc comme ça, c'est mieux. En fait, ce qu'il y a, au plus tu coupes, au plus tu crées de la surface d'attaque pour tes champignons et tes bactéries. Parfait. Donc au plus vite, ça va se décomposer. Okay. C'est juste ça. Ça va se décomposer, mais plus longtemps si c'est grand.
La paille aussi, très intéressant. Si on peut récupérer la paille, c'est bien. C'est un C sur N entre 50 et 150. Ça dépend quelle paille on utilise. Là, on avait de la paille, on avait planté du seigle. Le seigle, c'est nickel, c'est un C sur N de 50. Donc la paille, comme ça, vous la mettez sur votre plate-bande, c'est parfait. Le bois de feuillu, là, voilà, je disais, ça fait entre 200 et 500. Feuillu, c'est chêne, tout ça. Ok. Du coup, je vous parle de paillage et de création de plate-bande. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi faire un paillage déjà? D'une part, ça va bloquer la lumière, donc ça va empêcher tous les adventices de pousser. Ça veut dire que tant qu'on a de l'ombre, les graines ne peuvent pas germer et pousser. Donc tant qu'on a un paillis, on n'aura pas ou très peu de mauvaises herbes. Il y en a toujours qui peuvent pousser, mais c'est plus facile d'en enlever quelques-unes là de temps en temps que d'en avoir plein tout le temps dans tous les sens. Et surtout, vous pouvez l'accueillir et la déposer là. Ça garde l'humidité. Donc s'il y a de l'humidité, d'une part ça favorise la décomposition et en plus tu n'as pas besoin d'arroser. Moi mon potager, j'ai jamais arrosé. J'ai eu plein de tomates. Ça nourrit le sol vivant, donc c'est de la nourriture en plus. Donc comme je disais, l'objectif quand on fait un paillage, c'est d'avoir un C sur N de 30, 50 plus ou moins. Donc faire vos calculs, voilà. Si vous mettez la paille de céréales qui sera peut-être plus élevée, genre 100, 150, pensez à mettre des déchets un peu plus verts quoi, pour essayer de compenser. Il y a moyen de faire des calculs plus précis, ça existe, je ne vais pas vous l'expliquer là maintenant, mais sur internet ça se trouve. Alors, il existe plusieurs types de paillage. Il y a le BRF dont je vous parlais, c'est l'idéal, parce qu'il a un C sur N de 50, 60 quand il est frais. Frais ça veut dire vert, ça veut dire que les branches... BRF, vous savez ce que c'est d'ailleurs? Ok, BRF c'est ça, c'est du bois raméal fragmenté. Donc bois raméal c'est des branches en fait, que tu as cassées en petits morceaux. Mais on veut des branches qui viennent de pousser, qui sont le plus vertes possible. Donc des branches jeunes c'est l'idéal, des branches qui ont encore des feuilles c'est l'idéal quoi. Et pas trop grosses parce qu'au plus elles sont grosses, au plus tu as du carbone. Voilà. On peut utiliser du foin, ça marche. Du foin c'est juste de l'herbe qui a séché. C'est juste que du foin, c'est comme de l'herbe, donc ton C sur N il est à 10, 15, 20. Ça veut dire que c'est bien pour tes bactéries, les champignons ça les intéresse pas, les vers de terre pas trop. Donc ça aura les avantages du paillage, donc ça va faire l'ombre, tu vois, ça va empêcher les adventices de pousser, mais ça ne fera pas trop de la nourriture pour le sol. La paille, voilà, comme je vous disais, si tu prends de la paille de C sur N de 50, nickel. Si tu prends de la paille qui est un C sur N de 100, 150, pense à mettre des déchets verts en plus. Le BRF, s'il est frais, il est vert, parfait. Ou même un couvert végétal, ouais, parce qu'on parlait des engrais verts aussi, tu peux très bien faire pousser des trucs, les couper et puis les laisser faire ton paillage. Ou même si tu as des plantes qui poussent, ça fait un paillage en fait, ça va faire de l'ombre et de l'humidité. Si tu as des choses assez denses qui poussent, par exemple dans les courges, tu vois, tu as des grosses feuilles, en dessous il n'y a rien qui pousse dedans, ou très peu, parce que ça fait énormément d'ombre, ça empêche les adventices de pousser. Donc c'est possible aussi de faire des couverts végétaux. Maintenant je vais vous parler de fin d'azote. Qu'est-ce qui se passe si on prend un BRF qui est pas très vert, qui est assez vieux, qu'on le met sur nos plates-bandes? Quand je vous disais, pour se décomposer, la vie du sol a besoin d'eau, a besoin d'air, elle a besoin d'azote aussi. Voilà, elle va consommer de l'azote pour consommer le carbone, quelque part. Après, elle va le restituer, dans les déjections, tout ça, c'est ok, mais elle a besoin de prendre de l'azote. Donc, si tu mets un mélange comme ça, tu as un bon équilibre. Là-dedans, il y a tout l'azote nécessaire pour que ça se décompose tout seul, sans que ça ait besoin d'azote de l'extérieur. Si le C sur N est vers 60, 70, 80, alors là, la vie du sol va commencer à prendre l'azote qui se trouve autour, donc dans ton sol. Alors ça pose un problème si tu mets ton BRF, je sais pas, en juin, qu'il est un peu trop carboné et que tu mets tes tomates dedans. Et du coup, tu as ton BRF qui rentre en décomposition, qui va prendre l'azote du sol alors que tu as envie que tes tomates prennent l'azote aussi. Donc il y a une espèce de concurrence et ça tu veux éviter. Et donc ça arrive, moi j'ai eu ça chez moi cette année, c'est que j'ai fait mon BRF qui est trop carboné et je l'ai fait au printemps, je vais le faire à l'automne. Du coup il s'est décomposé pendant que je voulais faire pousser des trucs et ça n'a pas poussé. Donc ça, je les mets dans le sol et parfois pendant un mois ça pousse pas. Parfois pendant 2 mois ça pousse pas. Ça veut prendre toute la saison sans que ça pousse. Donc voilà, ouais. C'est une question, c'est parce que quand tu t'es mis ton BRF, parce que tu as fait un paillis, tu étais tanné d'avoir des mauvaises herbes, tu m'as mis du paillis, mais tu as comme ralenti la croissance de tes tomates. Ouais, parce que moi j'ai un C sur N qui était assez élevé. Je pense que j'étais autour de 100 plus ou moins, quelque chose comme ça. Donc c'est trop carboné.
Et donc il n'y avait pas assez d'azote pour que ça puisse se décomposer. Ok, fait qu'un pays, il faudrait mettre un pays vert si on veut le faire durant l'été. Mais tu le fais l'automne, c'est ça? Le mieux c'est à l'automne, ça a le temps de se décomposer déjà un petit peu et se mettre en place, les bactéries viennent. Ton trip, c'était pas d'avoir pas d'arrachage à faire. Là. Ouais, c'est ça. Tu t'es mis quand même un pays, mais si on veut faire ça, il faut toujours mettre. Un pays vert. Tu peux mettre ce que moi j'ai mis avec un C sur N200, mais alors rajouter en plus des déchets verts. J'aurais dû prendre plein d'herbes par exemple et mettre de l'herbe et le mélanger. Là ça aurait été correct parce que j'aurais rajouté de l'azote. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. C'est ok de mettre plus carboné, mais il faut compenser alors avec un peu moins carboné et plus azoté. Voilà, donc ça c'est le problème de fin d'azote. Donc c'est sur N entre 30 et 50, ça c'est l'idéal. Sinon les bactéries, les champignons prennent l'azote du sol, il y a concurrence avec les plantes. Sans azote dans le sol, la décomposition est fortement ralentie, voire arrêtée. Ça va toujours reprendre à un moment donné, ok, c'est juste que ça va être très très ralenti quoi. Et puis voilà, avec les pluies, ça va aider, ça peut-être. Parfois ça va, si tu manques d'azote, ça va se mettre en marche parce que tu auras une pluie qui va ramener un petit peu d'azote. Donc la vie du sol va reprendre, mais à un moment donné, il n'y a plus d'azote, on se ralentit de nouveau quoi. Donc voilà. Si à un moment donné vous voyez que ça pousse pas, vous avez mis du carbone, il y a un lien quoi. Ok, vite fait, je vous parle des ravageurs. On se plaint beaucoup dans les potagers, des limaces par exemple, des taupes, des machins comme ça. Dans le cas des limaces, ça ne s'intéresse pas tellement de venir bouffer tes salades. Elles préfèrent la matière en décomposition. Elles viennent s'attaquer à tes tomates, à tes salades quand elles n'ont plus rien à bouffer sur le sol. Donc si tu as toujours une litière qui est en décomposition, ben, tes limaces elles vont toujours rester dans cette litière-là. Elles auront tout ce qu'il faut là-dedans, elles n'auront pas besoin de venir sur tes salades. Elles vont toujours venir bouffer de temps en temps tes salades parce qu'elles se perdent, j'en sais rien. Elles ont pensé que la salade c'était bon et après elles se disent ah ben non en fait pas tant que ça. Moi j'ai remarqué que les plants de fraises, quand j'ai des fraises qui sont touchées, un bec d'oiseau, peu importe, je les laisse dans le terrain. Puis au début il y a des petits déchets, des bouchées comme ça sur les fraises, mais à la fin, parce que j'ai des fraises tout l'été, il y a encore des fleurs. Je pense qu'il y avait encore des fleurs. Les fraises sont correctes. Il n'y a plus de petites bébites qui viennent s'en prendre aux fraises. Tu veux dire que ça a été mordu une fois, c'est que elles je ont les essayé. laisse dans le terrain. Et t'as quoi? Je fais juste enlever la fraise puis la laisser à terre. Tu la laisses là, donc ça leur fait de la nourriture en fait. C'est ça. Et c'est vraiment ça. Ça a marché pour vrai, là, je l'ai fait. Ouais, mais tu peux très bien aussi ton compost, tu vois, tu as tous tes déchets verts, tu vas les mettre sur ta plate-bande, c'est correct. Et toutes les limaces elles vont venir bouffer ce truc là, elles vont pas venir bouffer tes plates-bandes à toi, elles vont pas venir bouffer tes salades ou tes tomates, je sais pas, ou tes fraises. Non, on nous a appris, tu vois, à être un peu maniaque comme tu dis, à avoir des belles plates-bandes brunes, tu vois, il n'y a pas un seul adventice qui pousse à part juste ton truc. Et ça c'est pas naturel. Regarde la forêt, ça c'est la nature. T'as des feuilles partout. Mais ça pousse bien, et c'est un sol qui est génial, tu as de la vie dans le sol. Et finalement, c'est ça qu'on veut reproduire chez nous. En fait, quand tu reproduis la forêt sur nos plates-bandes, on reproduit le cycle naturel. Mais on revient à un truc où on dit oui à la vie et toi à la nature. Et c'est vraiment ça qu'on veut, parce que tant qu'on lutte contre la nature, on va avoir du boulot chiant, quoi, de désherbage, de retourner la terre, ce genre de truc. Et au plus tu retournes, au plus tu vas la retourner, parce qu'au plus elle va être cassée. Tu vois. Donc voilà, ravageurs, c'est un problème de ravageurs. Soit vous avez un problème de prédateurs de ces ravageurs, parce que peut-être que les prédateurs de ces ravageurs n'ont pas d'endroit où vivre. Par exemple, moi je mets toujours des tas de bois autour aussi de mon potager, comme ça les musaraignes, les petites souris peuvent venir, elles peuvent venir bouffer mes limaces. Si vous avez des problèmes de limaces, peut-être que ce que ça veut dire aussi c'est que vous n'avez pas assez de canards. Enfin, je sais que c'est compliqué d'avoir des canards, tu vois, mais c'est l'exemple quoi. C'est l'exemple, les canards ça viendrait bouffer toutes les limaces quoi. Pareil pour les souris. On va désherber tes plates-bandes. Il y avait une vidéo sur... Les canards mais ça vient bouffer tes limaces, ça bouffe pas tes herbes. Ouais, tes poules, oui, si tu laisses tes poules dans ton potager, ça va tout bouffer. Mais tu peux laisser un petit peu sous surveillance, c'est correct. Ouais, tu les laisses une fois de temps en temps, elles vont d'abord se concentrer sur tout ce qui est vivant. Et après, si elles ont bouffé toutes les limaces, elles vont bouffer tes plantes. Donc c'est à ce moment-là où tu les remettre dans leur cage. Quoi. Dans une heure. Ok, maintenant je vous parle de compost. L'objectif d'un compost, c'est un truc qu'on ne comprend pas toujours. Et moi aussi, je pensais que faire un compost, ça servait après à mettre sur ta terre pour nourrir ta terre, comme un fertilisant. Enfin, c'est un peu comme je vous disais avant, dès que tu mets un fertilisant, il n'est pas structuré, et il fout le camp avec la première pluie. Et il va polluer ton sol. Le but du compost, c'est un incubateur de vie en fait. C'est au calme, dans un coin,
tu vas laisser venir les vers de terre, tu vas laisser venir les champignons, tu vas laisser venir les bactéries. Et une fois qu'il est super puissant, tu vas le mettre sur tes plates-bandes, tu vas le saupoudrer. Ça, tu vas inoculer tes plates-bandes avec toute la vie du sol. Et puis tu vas mettre un BRF dessus qui est frais. Mais du coup, tu as déjà toute la vie du sol qui est là, qui va directement pour attaquer tout ton BRF, toute ta litière, quoi. Et du coup, ça va, en fait, tu gagnes du temps, tu gagnes beaucoup de temps avec ton compost. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Du coup, ça n'a pas de sens de mettre un compost qui est mûr, parce qu'un compost qui est mûr, ça veut dire qu'il n'y a plus de matière carbonée, il n'y a plus à manger pour la vie du sol. La vie du sol, après, elle fout le camp. Donc si tu mets de l'engrais mûr, tu mets de l'azote, ok, c'est cool, qui va partir en partie avec la première pluie. Mais tu ne mets pas la vie du sol, alors que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est en maraîchage vivant, c'est de nourrir la vie de ton sol. Donc c'est très bien de mettre ton compost quand il y a encore tes carottes dedans, tes machins, c'est ok. Tant qu'il y a de la vie, c'est parfait. Donc comme je vous disais, tu vises un C/N de 30-50, ça c'est parfait. Et tu saupoudres la plate-bande avant la maturité. Et ouais, moi je le fais vraiment à l'automne. À l'automne, comme ça a le temps vraiment de se mettre en place. Donc tu saupoudres, tu mets ton BRF, et les bactéries se développent, se propagent, les champignons pareil. Vient l'hiver, ça se met en hibernation. Et dès qu'arrive le printemps, ça se réveille et c'est parti. Et tu as déjà une terre qui est bien vivante, qui est vraiment partie, quoi. Alors que si tu fais tout en même temps au printemps, bah, ça prendra un peu plus de temps pour que ça se mette en place. Et si tu as un problème d'azote, eh ben, la neige en fait aussi va ramener un petit peu d'azote. Donc ça va permettre justement d'éviter la fin d'azote. Je termine avec les engrais verts. On n'a pas trop utilisé les engrais verts, mais c'est vraiment une piste à explorer. Parce que ça peut servir à plein de choses. Ça peut décompacter ton sol par exemple, si tu mets, qu'est-ce qui décompacte le sol? Tu as des radis, des gros radis, tu vois, les radis daikon je crois, tu vois, c'est une énorme racine, ça va décompacter ton sol. Tu as la consoude aussi qui fait un énorme système racinaire qui va jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc ça peut aller décompacter ton sol. Donc ça c'est, si on veut décompacter un sol, on peut demander aux vers de terre de le faire, c'est correct, mais tu peux aussi mettre des plantes qui vont décompacter ton sol un petit peu plus. Tu peux utiliser les engrais verts comme un couvre-sol, donc tu les fais pousser, tu coupes et tu laisses dessus. Tu peux faire ça avec la luzerne par exemple. Ça va structurer ton sol parce que ça va mettre un système racinaire. Si par exemple tu prépares une plate-bande à l'automne, mais que tu vas rien faire pousser encore, eh ben, pour que ta terre ou que tu as mis par exemple ou ton compost, pour que ça ne se fasse pas trop lessiver, tu peux mettre des engrais verts qui vont déjà faire un petit système racinaire et qui vont structurer ta plate-bande pour qu'elle ne parte pas. Ça apporte des nutriments, ça c'est le cas des légumineuses. On a vu avec les haricots là-bas qu'il y avait plein de petits nodules, des petites boules là sur les racines. Et ça c'est de l'azote en fait, parce que les légumineuses sont des plantes qui captent l'azote de l'air. Il y a beaucoup d'azote aussi dans l'air, mais il y a très peu de plantes qui peuvent les capter. Les bactéries peuvent le faire, et les légumineuses par exemple. Le radis, le trèfle aussi fait ça très bien. Donc si vous voulez de l'azote, du trèfle ou des légumineuses, haricots, pois, févrole, tout ça. Voilà, donc si vous voulez faucher à un moment des engrais verts, c'est important de les faucher à la floraison. Ça c'est le moment où il est mûr. Si vous attendez un petit peu, ça fait des graines. C'est correct, si vous voulez des graines et les récupérer, c'est bien. Mais si après vous fauchez alors qu'il y a des graines, il y a plein d'engrais verts qui vont pousser aussi. À vous de voir si c'est ce que vous voulez ou pas. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. C'est juste pour voir quel est l'objectif. Mais si vous voulez juste avoir un paillage sans graines, rajouter des graines, c'est à la floraison qu'on coupe. Voilà. Et si vous voulez semer par-dessus, parce que voilà, imagine tu fais pousser toutes tes herbes, de la luzerne, je sais pas quoi, tu fauches, tu laisses. Si tu veux semer derrière tes carottes, tu peux couper avec une hache, avec des ciseaux, n'importe quoi. Tu sépares un petit peu et hop, tu sèmes dedans et tu laisses comme ça. Et tes carottes vont pousser. Voilà, moi j'ai fini ma formation. C'est ce que je voulais dire. Merci.